Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai bien eu l'impression qu'avec les contraintes actuelles, on ne pourrait pas réaliser le Café Histoire. Et puis ici, on a pu le réaliser. Alors, je voudrais tout d'abord dire un immense merci à Claude. Claude, vous ne le voyez pas, il est caché derrière les logos, etc. Mais c'est lui qui a fait tout le travail préparatoire technique. Et franchement, sans lui, j'aurais jamais pu faire ce Café Histoire. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à faire des cafés Histoire, même si les contraintes durent. Ça veut dire aussi que la mission continue de fonctionner grâce aux uns et aux autres, et puis grâce à nos adhérents qui nous écoutent. Et voilà, donc c'est vraiment une grande joie pour moi de vous retrouver. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de pouvoir mener à bien ces événements de la mission. Alors, juste un petit détail technique avant de se lancer vraiment dans le Café Histoire. Un certain nombre d'entre vous avaient déjà payé ce Café Histoire en payant le précédent. Alors, celui-ci est gratuit, donc si vous voulez qu'on vous rembourse, le plus simple est d'envoyer un mail à contact@missionbretonne.bzh et on vous remboursera. Voilà. Donc, on va se lancer dans la place des femmes dans le cycle et le mythe arthurien. Mais avant de commencer, j'ai quand même une petite surprise qui devrait arriver. C'est-à-dire qu'à la fin de ce Café Histoire, vous allez voir, vous allez avoir une petite surprise agréable, je vous promets, donc qui devrait arriver dans les 10 secondes pour se présenter. Coucou Alain. Bonjour. Bon, j'ai annoncé une surprise. Ah bah la surprise, c'est que vous allez apprendre la vérité concernant Viviane et Merlin à la fin du Café Histoire. Et surtout, n'allez pas croire Françoise, n'allez pas croire tout ce qu'elle va vous raconter, parce que seuls les conteurs détiennent la vérité. Et souvent, la vérité historique est quand même moins séduisante que la réalité des contes. À tout à l'heure, Alain. Merci beaucoup. Voilà, donc on va fonctionner un petit peu comme d'habitude. Alors, on va parler des femmes dans le cycle arthurien et dans la matière de Bretagne, parce que, un petit peu comme ailleurs, on parle toujours des hommes, les héros, Lancelot, Perceval, évidemment le roi Arthur, Merlin, etc. Ben, aujourd'hui, on va s'intéresser aux femmes historiques, aux personnages historiques, mais aussi aux mères, et puis évidemment aux fées. Alors, au début, j'avais de grandes ambitions et je m'étais dit que j'allais pouvoir parler de beaucoup de femmes. Finalement, je referais quelque chose sur Iseu la blonde aux longs cheveux, et je me suis focalisée sur Guenièvre, Viviane, Morgane et les autres, donc que l'on va rencontrer ici. Alors, comme image d'accueil sur la première image de ce PowerPoint, les fiançailles d'Arthur et de Guenièvre, parce qu'évidemment, Guenièvre, c'est un des personnages récurrents de tout le mythe arthurien, et c'est sans doute le personnage qui va le plus évoluer à travers les différents romans, les différents textes selon la période. Donc, et puis, c'est
une femme un peu ambiguë, comme beaucoup de femmes dans ce cycle arthurien. Et dans la matière de Bretagne, on ne sait pas très bien si c'est une femme en détresse, victime du sort, ou si c'est un personnage beaucoup plus noir, beaucoup plus négatif, très opportuniste. Toujours est-il que c'est elle qui va amener la fin d'Arthur et la fin de la table ronde. Voilà. Donc, c'était intéressant de commencer par Guenièvre. Alors, peut-être faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Il existe une matière de Rome, c'était les romans antiques, et puis il existe aussi une matière de France. La matière de France, on la connaît sous le nom des chansons de geste. C'est Charlemagne, Roncevaux, Roland, toutes ces choses-là. La matière de Bretagne, elle est beaucoup plus séduisante. La matière de Bretagne, c'est l'ensemble des légendes, des chansons qui ont été diffusées grâce à des jongleurs gallois pour beaucoup, armoricains, et qui ont alimenté entre la moitié du XIIe et la moitié du XIIIe siècle ce qu'on appelle les romans bretons. Et ces romans bretons sont faits de trois choses. La première, c'est le mysticisme celtique. Le deuxième, c'est le fond païen. Hein. Et vous allez voir qu'on va toujours être disons, dans la lutte entre le fond païen et puis le christianisme qui va s'imposer. Et puis la dernière chose, ce sont les thèmes merveilleux. Parce que dans cette matière de Bretagne, eh bien, le merveilleux, vous allez voir, joue un rôle absolument essentiel. Alors, elle est connue après la publication d'un ouvrage qui s'appelle l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth et qui va rendre populaire avant 1150 et Arthur et Merlin. Qui, si on se fie à l'histoire elle-même, n'aurait jamais dû se rencontrer. Alors, cette matière de Bretagne, elle va donner naissance à trois cycles. Le premier, c'est le cycle de Tristan. Alors, celui-là, vous le connaissez, ce sont les Laines Marie de France, et c'est le cycle de Tristan, c'est le cycle de l'amour. De l'amour heureux, de l'amour malheureux, du désespoir amoureux, mais c'est l'amour qui est au milieu. Le deuxième, sur lequel je vais pas mal travailler là, c'est le cycle des aventures, de l'aventure, c'est-à-dire le cycle de la table ronde. Ce sont les prouesses chevaleresques. C'est le roman de Brut de Wace que vous avez à gauche de l'écran et de Chrétien de Troyes que vous avez au bas de l'écran, avec des récits qui vont inspirer la totalité de l'Europe. Yvain, le chevalier au lion, et puis Lancelot, le chevalier à la charrette. Voilà. Et donc, c'est la quête de l'aventure. Et cette quête de l'aventure, elle a une forme très originale, c'est qu'elle est à la fois une quête personnelle. Chaque chevalier de la table ronde va mener sa quête individuelle, mais en même temps, tout ça se fait dans une communauté qui va être la table ronde et qui, évidemment, signifie un intérêt qui n'est plus un intérêt purement individuel, mais l'intérêt de la communauté, qui est la communauté de la table ronde. Voilà. Et puis, il y a un troisième cycle, qui est le cycle, cette fois, qu'on appelle le cycle du Graal. Il ne s'agit plus seulement de la quête de l'amour, comme dans le cycle de Tristan, mais de la quête de l'amour divin. La quête précédente, c'est-à-dire celle où l'on va chercher l'aventure, la grande aventure, eh bien, est une transition vers une quête plus profonde, plus spirituelle, qui est la quête de l'amour divin. Et cette quête de l'amour divin,
elle se polarise autour du Graal, dont on aura l'occasion évidemment de reparler. Et elle est symbolisée évidemment par Chrétien de Troyes, qui va écrire à la fin du XIIe. Il meurt en 1191, je crois, et c'est une inspiration mystique particulièrement importante. Et puis le roman du Saint Graal, qui est écrit, rédigé au début du XIIIe siècle, autour de 1225, par Robert de Boron, et qui a qui est vraiment centré sur cette quête du Graal. Et à travers l'épopée des femmes, dans le cycle arthurien, eh bien, on va retrouver l'amour, l'aventure, la quête d'amour divin. Et il y a deux hommes qui vont symboliser tout ça. C'est au tout début, évidemment, Arthur, et puis on le verra à la fin, Galahad, le chevalier pur qui va incarner cette quête. Alors, avant de parler des femmes, on va peut-être s'intéresser un tout petit peu à la géographie. Alors, je vous ai mis cette carte qui a été gravée par Jeanne Malivelle pour l'histoire de notre Bretagne, parue en 1922. Alors, je vous l'ai mise parce qu'il faut se mettre bien d'accord aussi sur les termes. La Bretagne, il y en a à l'époque évidemment deux, et on va s'intéresser beaucoup dans la suite au royaume de Bretagne, c'est-à-dire au royaume au pluriel de Bretagne, c'est-à-dire à ce qui correspond à l'actuelle Grande-Bretagne, le royaume de l'Ogre, la Cornouaille, le royaume de Calmélide, etc. Mais il va y avoir aussi ce qui va devenir la Petite-Bretagne, qu'on appelle à l'époque l'Armorique, qu'on a longtemps appelé l'Armorique, on l'a appelé l'Armorique jusqu'à ce que les grands flux migratoires, en particulier des Saint-Bretons, aient amené une structure un peu toute nouvelle, et puis donné le nom de Bretagne. Donc on aura la Grande et la Petite Bretagne. Mais le terme d'Armorique n'a pas totalement disparu. Et si je vous ai mis cette carte, c'est parce que elle vous donne une idée d'abord de ce qu'était évidemment notre Bretagne à l'époque, mais surtout, elle donne bien l'impression de la forêt qui existe au cœur de la Bretagne. C'est la grande forêt atlantique. Alors, même aujourd'hui, avec le Huelgoat, la forêt Kénécan et évidemment Brocéliande, il en reste une partie, mais elle était extrêmement importante. Et c'était une forêt essentiellement de feuillus, avec des sous-bois très denses, donc difficiles à pénétrer. Et au cœur de cette forêt, on va trouver des hommes et des femmes qui vont représenter l'ancien monde. Vous voyez le monde celtique. Et quand la christianisation s'est faite, elle a commencé cette christianisation par les côtes, et par contre, tous les tenants de l'ancien monde sont partis vers la forêt intérieure. Et vous verrez que dans le cycle arthurien et dans la place des femmes et des fées en particulier, la forêt joue un rôle particulièrement important. Alors, il faut peut-être se demander d'abord qui est le roi Arthur, parce que avant de parler des femmes, il va falloir quand même fixer quelques figures masculines. Alors, le roi Arthur, on ne sait pas très bien. Le personnage du roi Arthur, les principaux éléments de la légende arthurienne, on les a à partir du XIIe siècle. À partir de ce moment-là, on fait d'Arthur un personnage historique, alors que vraisemblablement, à l'origine, c'est plutôt un syncrétisme. Hein. Il y a eu sans doute plusieurs rois Arthur, mais on en fait un personnage historique et on en fait un roi puissant et conquérant. Et puissant et conquérant parce que on est en Grande-Bretagne
Et le roi puissant et conquérant doit conquérir des territoires, en particulier les territoires des Scots et les territoires des Pictes, c'est-à-dire l'Irlande et l'Écosse. Ah. Et il doit représenter la grandeur de la conquête. Mais ce roi Arthur, il doit aussi symboliser deux autres choses, qui est l'héritage du passé breton. Et vous allez voir que ça joue un rôle très important, cet héritage du passé breton. Et puis, il doit représenter aussi la légitimité du pouvoir. Ah. La légitimité, alors que lui est un fils illégitime, on y reviendra. Vous regardez la diapo, cette gravure de Jeanne Malivel est extrêmement belle parce qu'elle montre Arthur entre le passé et l'avenir, avec derrière l'enchevêtrement de la forêt et ces arbres hein, qui se rejoignent pour montrer ce roi Arthur qui va quitter les forêts profondes, c'est-à-dire l'ancien monde, pour aller vers l'avenir, c'est-à-dire le monde de demain. Bon, derrière, c'est une affaire en réalité politique qui est la rivalité entre les Plantagenets d'un côté et les Capétiens de l'autre. Vous voyez, quand on est 12e, 13e siècle, c'est l'époque où les États sont en train de se constituer. On pourrait même dire que c'est le début de la constitution d'États-nations. Et il y a des rivalités extrêmement profondes entre les grandes familles qui s'imposent dans les principaux États. Et les principaux États de l'époque, eh bien, c'est la France avec les Capétiens, et puis l'Angleterre avec les Normands d'abord, Guillaume le Conquérant, Étienne, roi d'Angleterre, et qui était le petit-fils hein, de Guillaume le Conquérant, et puis les Plantagenets, avec en particulier un roi très important qui est Henri II Plantagenet. Vous savez que le nom vient sans doute, alors les historiens ne sont pas tous d'accord, mais le nom vient sans doute du fait qu'à l'origine, ils plantaient, ils mettaient un genêt dans leur chapeau, d'où planter, mettre, et le terme de Plantagenet est là. Alors, pourquoi une rivalité? Parce que en France, à l'époque, la France fascine et parce qu'elle a d'abord une histoire, hein, elle a un héritage particulièrement important et cet héritage, il est symbolisé par Charlemagne et par sa puissance. En plus, le roi de France, il y a tout le rite du sacre, de l'onction. Il y a aussi le fait que le roi soit devenu le représentant de Dieu sur terre. Il a un pouvoir thaumaturge. Il y a toute une hagiographie autour de ces rois. Et ça donne la matière de France, et derrière les chansons de geste dont je vous parlais tout à l'heure. En Angleterre, en face, il n'y a pas ça. Et donc, le travail des Plantagenets va être d'essayer de trouver de l'histoire, des fondements, des bases, si nécessaire, en réinventant le passé. Et donc, ils vont partir de sources légendaires, en particulier grâce à Geoffroy de Monmouth, qui au départ est un chroniqueur, c'est-à-dire fait un travail d'historien, puis à un moment donné, eh bien, il se laisse entraîner vers la fiction, poussé en réalité par le désir de légitimer le passé breton et donc de servir la royauté. Il y a chez Geoffroy de Monmouth une grande reconnaissance
à l'égard des rois, et donc il va le traduire par cette quête d'histoire. Alors, c'est lui, par exemple, qui va intégrer dans son récit le mythe glorieux des origines troyennes de ces rois. C'est-à-dire le fait que ce soit un certain Brutus, qui était l'arrière-petit-fils d'Énée, qui est venu s'installer dans une île qui était encore terriblement sauvage. Et cette île, elle s'appelait Albion. Et Albion va devenir ensuite la Bretagne. Et c'est lui qui va introduire un autre héros mythique qui est lié à la christianisation de l'île, c'est Arthur, hein, qui est doté d'une valeur exceptionnelle, mais dont le nom rappelle aussi d'autres choses, puisque vraisemblablement, une des origines du nom d'Arthur, c'est Ars, ce qui en breton veut dire l'ours. Hein. Et donc renvoie à ces forêts profondes et à tout ce monde ancien. Donc vous voyez, la rivalité politique est aussi importante ici que la fiction. Donc c'est simplement que les Plantagenets vont vouloir donner du sens à leur conquête et devenir puissants pour faire en quelque sorte un miroir avec les souverains de France. Bon, alors jusque-là, Arthur, c'était juste un chef de guerre, hein, Dux Bellorum, comme on disait, et qui s'était illustré au VIe siècle, c'est-à-dire bien avant, dans les luttes contre les Saxons. Mais voilà, donc c'est plutôt un syncrétisme, mais la nécessité de créer cet État, de créer et de donner du sens et de légitimer la monarchie en Grande-Bretagne, eh bien, va donner une place particulière à ce roi Arthur. Bon, diapositive suivante. Arthur, c'est un peu un mix de tout ça. En fait, il y a dans ce roi Arthur, qui est présenté à partir du XIIe et du XIIIe siècle, une espèce de, je dirais, de conjugaison entre des éléments anciens, des éléments plus récents et des éléments féeriques. D'abord, son emblème est le dragon. Bon. Mais ses armes, elles, sont d'origine féerique. Et en particulier, son arme de prédilection, c'est-à-dire son épée, Caliburn, qu'on appelle aussi Excalibur, hein, on la connaît plus, nous, sous le nom d'Excalibur. Et son écu, eh bien, c'est l'image de la Sainte Vierge, hein, de la Vierge Marie. Donc, vous avez à la fois le féerique à travers l'épée qui va lui être donnée par Viviane, la dame du lac, sortie des profondeurs de ce lac des étangs de Compère, et puis la christianisation. Parce que de ce roi, il ne s'agit pas seulement de faire un souverain puissant, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup à travers les femmes. Il va falloir en faire aussi un souverain chrétien, un souverain pieux. Hein, donc, il s'agit non pas de rejeter la totalité de l'histoire antérieure, on accepte les dragons et l'épée féerique, mais l'écu, et c'est ce qui va permettre de triompher à Arthur, c'est l'image de la Vierge. Alors, pourquoi il a tout ça ? Parce que dans un premier temps, on va lui demander de vaincre des géants. Hein. Il vient du royaume de l'ogre, on va y venir. Et surtout, une fois qu'il aura tué ces monstres et ces géants, eh bien, il va devoir vaincre des ennemis beaucoup plus concrets à l'époque et beaucoup plus menaçants à l'époque que les dragons et les géants.
c'est-à-dire des ennemis qui menacent l'intégrité de la Bretagne. Et donc, il va soumettre les Scots, l'Irlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège, et très important, il va vaincre une partie de la Gaule. On le montre comme un souverain qui va conquérir la Gaule. Important pour les Anglais, enfin nos futurs ennemis anglais, très important cette Gaule, parce que quand plus tard, il va y avoir la volonté des Anglais de maintenir leur présence en France et leur domination sur certaines régions de France comme la Guyenne, eh bien, derrière, il y a le fait que si Arthur a soumis la Gaule, enfin l'Armorique, eh bien, qu'est-ce qui empêche à ses dignes successeurs de continuer à occuper ces territoires? Voilà. Donc, c'est une justification plus tard une légitimation, si vous voulez, de la présence anglaise en Gaule. Bon, tout ça est très politique, hein, vous le voyez bien. Alors, le royaume d'Arthur, c'est le royaume de l'ogre. L-O-G-R-E-S. Enfin, vous l'avez bien entendu, il est clair qu'au départ, ce n'était pas l'ogre en un seul mot, mais la terre des ogres, la terre aux ogres. Et le roi Arthur va devoir en permanence se confronter à ces personnages féeriques, donc qui sont si importants dans son histoire personnelle et dans disons dans l'histoire aussi de son royaume. Alors, au royaume de l'ogre, on rencontre des ogres. Hein. Le principal, un des premiers qu'il a à vaincre s'appelait Riton, hein, ça ne s'invente pas. Mais il n'y a pas que des ogres, il y a des quantités de personnages un peu étranges, de créatures un peu inquiétantes qui sont à la fois dans les châteaux et qui sont aussi dans les forêts profondes. Et d'ailleurs, vous remarquerez sur la petite enluminure l'importance marquée par les forêts. Alors, il y a des spectres, des fantômes, mais il y a aussi des nains, des géants, voilà, donc toute une série de personnages féeriques et inquiétants. Et puis, il y a les fées, hein, donc, sur lesquels on reviendra. Mais que vous preniez le royaume de Cornouailles sur lequel règne le roi Marc, que vous preniez le royaume de Carmélide sur lequel règne le père de Guenièvre, Léodégane, ou que vous preniez l'Écosse, c'est vraiment un des éléments clés, ces créatures fabuleuses, inquiétantes, et qui rappellent aussi toujours le monde ancien. Vous voyez, on va les opposer de manière quasi systématique, on va les opposer aux saints. Ah, les saints qui à l'époque sont souvent extrêmement lisses, et puis on va opposer à ces saints les créatures terribles que l'on trouve au fond de la forêt. Et les saints, ils sont souvent, eux, dans la partie, je dirais, proche de la mer. On va les trouver sur les côtes, dans des endroits qui ont déjà été défrichés, déforestés. Par contre, toutes ces créatures-là dont je vous parle, fées y compris, on va les trouver à l'intérieur des terres. Voilà, et ça vous renvoie, c'était l'autre partie de la Bretagne, à la carte de tout à l'heure, à la carte que j'ai prise chez Jeanne Malivet.
Bon, alors, avant-dernière chose, c'est que, évidemment, ce royaume de l'ogre, c'est un royaume ambitieux, puisqu'il faut qu'Arthur soit ce souverain puissant. Mais en même temps, il y a dans ce royaume deux choses à prendre en compte. La première, ce sont les héritages. C'est un royaume qui n'est pas récent et et dont l'histoire prend ses sources dans le lointain. Et puis, il y a le rôle important joué par la chrétienté, par le côté chrétien. Et derrière, le chrétien et ses héritages, ça veut dire des valeurs, ça veut dire des choses que l'on va chercher à mettre en avant, comme l'absence de hiérarchie. Vous savez, le roi, il est le primus inter pares, là aussi. Il est le premier parmi les égaux, hein, égaux à UX, hein, parmi ceux qui sont égaux. Et le roi est entouré de chevaliers pour lesquels il n'y a pas de hiérarchie. Et ça va être à l'origine de la table ronde. Alors, la table ronde, elle renvoie à un héritage qui est un héritage ancien et qui est double. Le premier, c'était le fait que dans les temps anciens, les rois, quand une bataille avait lieu, on finissait toujours par un gigantesque banquet, et ces banquets étaient en général en rond. Hein, donc, vous avez d'ailleurs pas mal d'héritages de cercles de pierre en Écosse en particulier, qui correspondaient à ces immenses banquets. Et donc les gens s'asseyaient et étaient tout en rond. Et ça renvoie derrière à des mythes celtiques, qui est le banquet, le repas, et puis tout ce qui l'accompagne. La nourriture, à la fois une nourriture matérielle, une nourriture pour vivre du quotidien, et puis évidemment aussi une nourriture qui est une nourriture spirituelle. Et ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est là comme caractéristique d'avoir ses héritages, hein, bon, et puis d'être une référence à une autre table, sans doute ronde, ou à deux autres tables plutôt. La première, c'est la scène, c'est-à-dire le Christ et ses apôtres, donc autour d'une table ronde, et l'autre, c'est la table du Graal, qui avait été élaborée par celui qui avait recueilli donc l'eau et le sang du Christ dans un calice, ce qui va devenir un calice, et qui était Joseph d'Arimathie, et qui avait créé une table du Graal dont on pense qu'elle aussi était ronde. Donc vous voyez, il y a les vieux héritages, le monde ancien, et puis le christianisme. Mais il faut que cette table soit reconnue par Dieu. Alors, Dieu la reconnaît, même si à l'origine, c'est Merlin qui est à l'origine de la table ronde, mais Dieu la reconnaît. Et en reconnaissant cette table ronde, il reconnaît la valeur de la quête de ces chevaliers. Et vous voyez sur cette représentation de la table ronde, vous voyez que les sièges sont tous occupés, mais qu'il y a un siège vide. Et ce siège vide, eh bien, c'est le siège périlleux, c'est-à-dire si quelqu'un s'assied sur ce siège et s'il n'est pas le plus pur des chevaliers, ni le meilleur chevalier du monde, le meilleur, ça ne suffit pas. Il faut être un chevalier pur, il faut être un chevalier chaste. Quand on va parler des femmes, la chasteté à la cour du roi Arthur, c'était pas vraiment ça. Hein, donc, il faut un chevalier pur et chaste. Et si on s'y assied, si on a l'audace de s'y asseoir,
et que l'on n'est pas ce chevalier, on est brutalement englouti. Le siège s'ouvre, la terre s'ouvre, et puis le mauvais chevalier qui se sera mis là, eh bien, est englouti et envoyé dans les profondeurs de la terre, brûlé en enfer. Ah. Alors, vous voyez, il y a quand même une ambiguïté parce que d'un côté, c'est Merlin, sur la figure de laquelle je vais revenir, mais qui est quand même un des tenants de l'Ancien Monde, qui est à l'origine de la table ronde, et en même temps, la christianisation, le christianisme, qui est d'autant plus important que l'on avance évidemment dans le temps. Alors, la dernière figure, évidemment, c'est Merlin. Hein. C'est Merlin. Alors, il est clair que le peu de choses que l'on sait de Merlin et d'Arthur, c'est qu'ils ne se seraient sans doute absolument jamais rencontrés. Bon, Merlin, il est le lien, hein, entre le vieux monde et le monde ancien. Merlin, quand il va être formé, il est formé par un savant qui est à la fois un saint, un astronome, un astrologue, qui est quelqu'un qui connaît les Écritures saintes, aussi bien, disait-on, qu'il était capable de lire dans les étoiles et de comprendre la lune, le soleil, il comprenait tout ça. Et cet homme, il s'appelle Blaise. Ah, il s'appelle Blaise. Et alors là, ce saint Blaise, c'est très très important pour l'ensemble des mythologies européennes parce qu'on le retrouve dans d'autres traditions de mythologie européenne. Il est au fond de sa forêt. Blaise en breton, ça veut dire le loup. Ah. Donc, il est le représentant, vous voyez comme Arthur, c'est Ars, l'ours, c'est bien là. On a Blaise au fond de ces forêts. Et c'est lui qui va former Merlin dès son plus jeune âge. C'est aussi lui qui l'initie à la fois au secret antérieur, au secret du passé, et puis c'est lui qui l'initie aussi à la parole divine. Et donc c'est lui qui va être aussi, disons, un des acteurs de l'évolution de Merlin et du choix de Dieu par rapport au choix du diable, sur lequel je viendrai dans la diapo suivante. Pour la petite histoire, Blaise, il est fêté au mois de février, au tout début du mois de février, vous voyez, au moment de la Chandeleur, et qui correspond aussi dans les grandes mythologies et dans les grandes traditions européennes au début de la déshibernation de l'ours, c'est-à-dire le moment où l'ours commence à sortir de sa torpeur, c'est la Chandeleur, et donc on va vers des mois plus séduisants, plus joyeux, plus clairs, on va vers la lumière. Donc c'est ça la figure ambivalente de Merlin. Et Merlin, il a tous les dons. Voilà. Alors, je vous ai mis cette superbe enluminure avec le cerf. Merlin prend toutes les formes qu'il veut. Et une de ses formes préférées, c'est le cerf. Et dans certaines traditions, quand il fait connaissance de Viviane, Viviane est penchée au-dessus d'une fontaine et elle voit petit à petit se rapprocher et se mirer dans la fontaine un splendide cerf, et c'est Merlin. Alors, il peut prendre d'autres formes, en particulier, comme Morgane, d'ailleurs, des formes d'oiseaux. Il peut tout faire. Et il peut transformer aussi les gens en animal. Il a tous ces dons-là. Et puis, il a un autre don qui est le don de prophétie.
Ah. Et vous avez ici Merlin qui explique au père d'Arthur, Uther Pendragon, le sens d'un drame qui se passait toutes les nuits, c'est-à-dire qu'on construisait une tour et toutes les nuits, la tour s'écroulait. Et donc, en réalité, quand on a bien regardé, il y aurait eu à la base de la tour deux dragons, un dragon blanc et un dragon rouge qui se battaient, et en se battant, ils faisaient écrouler la tour, et c'était la lutte entre le dragon rouge qui était l'usurpateur et le dragon blanc qui était le roi légitime, c'est-à-dire Uther Pendragon. Et cet Uther Pendragon, il va évidemment l'emporter. Ça signifie quoi politiquement? Ça signifie que quand il y a sur le trône d'un pays un usurpateur, il faut renverser cet usurpateur et mettre en place le roi qui est le roi légitime. Et donc, vous voyez, ça annonce aussi le couronnement du roi Arthur. Vous avez là la l'importance de la légitimité de ces souverains. La dernière chose, c'est la question des naissances, pardon, avec les deux naissances particulières qui sont la naissance de Merlin d'un côté et la naissance d'Arthur de l'autre, parce que ces deux naissances sont des naissances inattendues. Merlin est le fils du diable. Hein, vous avez une représentation terrible. Sa mère était une pieuse et innocente jeune fille qui s'est laissée abuser et n'a pas reconnu le diable dans celui qui l'avait séduite, et elle se retrouve évidemment enceinte. Et donc, à l'époque, on n'admettait pas ces jeunes filles qui se retrouvaient comme ça enceintes, et on va l'enfermer dans une tour. On va l'enfermer dans une tour en attendant la naissance, parce que dans les jugements qui avaient lieu à l'époque, on considérait parfois que la mère était responsable. Ah, vous savez, vous avez toujours l'image de Ève pécheresse, ah, on n'en sort pas, la femme est coupable, mais l'enfant ne l'est pas. Donc, on enferme la malheureuse jusqu'à la naissance de Merlin. Et là, vous imaginez le drame pour elle, puisque l'enfant qu'elle met au monde est un enfant qui est entièrement recouvert de poils. Et d'ailleurs, dans la suite, Merlin perdra ses poils, mais aura la capacité de récupérer ses poils, en particulier quand il va être dans la représentation de l'Ancien Monde. Et cet enfant, il est quand même un peu déroutant, il est rempli de poils, et puis très vite, il parle. Hein. Il parle à un âge où les enfants ne parlent pas, et il va y avoir chez lui non seulement parler, mais parler raisonner. Hein. Alors, cette raison va sauver sa mère et va l'amener à choisir Dieu. Il choisit Dieu, il sait que son père est le diable. Il le sait, vous savez, Merlin, il est omniscient. Et d'ailleurs, la légende raconte que si le diable est allé séduire cette pure jeune femme, cette pure jeune fille, cette vierge, c'est qu'en fait, il était jaloux de l'incarnation, c'est-à-dire jaloux du Christ, jaloux de Jésus. Dieu avait envoyé sur terre son fils, c'était le Christ, Jésus-Christ, et lui, il voulait envoyer sur terre son fils. Et il espérait qu'entre le Fils de Dieu et son Fils, il y aurait une lutte sans merci qui se terminerait par la victoire, qui serait la victoire du diable. Et donc, il va parler, il va être baptisé, et il va sauver sa mère. Et Merlin, donc, il est à l'origine de plein de naissances un peu étranges, dont la naissance d'Arthur.
Et la naissance d'Arthur, eh bien, vous savez que c'est une histoire de dupe. Le roi Uther Pendragon, qui n'était pas marié à l'époque, va réunir un Noël. On réunissait tous les chevaliers, les vassaux aux grandes fêtes. La Pentecôte, l'Ascension, Noël, Pâques. Hein, donc on réunissait les gens, et Uther Pendragon, qui n'était pas marié à l'époque, ça ne changerait peut-être pas grand-chose s'il l'avait été, tombe absolument follement amoureux d'une femme qui s'appelle Igerne ou Ygraine, qui était la femme du duc de Tintagel, du duc de Cornouailles. Et il en est amoureux fou, il lui fait une déclaration d'amour. Et elle a très peur, elle aime son mari profondément. Elle prévient son mari, et son mari, qui doit partir à la guerre, récupère sa femme, l'enferme à Tintagel, et pour arriver à Tintagel, il fallait se donner du mal, et lui part au combat. Et le duc de Cornouailles, étant parti au combat, le roi Uther Pendragon va demander à Merlin de l'aider à passer une nuit d'amour avec Igerne. Et donc, Merlin, qui peut changer l'aspect des hommes, va changer l'aspect du roi, lui donner l'image, enfin oui, l'image du duc de Cornouailles. Et même chose, il va lui donner un serviteur qui ressemble au serviteur du duc de Cornouailles, lui aussi. Et les trois hommes vont s'introduire dans le château, et là, Igerne va les recevoir à bras ouverts. C'est le lendemain que le drame sera avéré, parce que Igerne va être désespéré parce qu'on lui apprend le lendemain que le duc a été tué pendant la nuit. Et donc Uther Pendragon va pouvoir épouser Igerne. Sauf que cet enfant, le roi avait négocié avec Merlin, et Merlin avait dit, mais je vous demanderai un dû en échange de ça, et le dû, c'est qu'on lui remette l'enfant, et que ce soit lui qui aille en avant l'élever. Donc, tout ça va aller avec toutes ces merveilles de Bretagne. Et ces merveilles de Bretagne, eh bien, on va voir que contrairement à d'autres traditions, les femmes vont jouer un rôle très important, les femmes et le Graal. Alors, je vous ai mis le Graal parce que dans la quête de ces chevaliers, on ne sait pas très bien qui est le Graal. Bien sûr, le Graal, c'est la coupe dans laquelle on a recueilli le sang du Christ. Et le Graal, c'est peut-être aussi la femme, et en particulier Guenièvre, qui va être quelque part un Graal. Alors, c'est un drôle de personnage, cette Guenièvre. Est-ce que c'est le Graal, un Graal, ou est-ce qu'elle est simplement l'incarnation de l'amour courtois? Vous allez voir, c'est un peu des deux. Et pour elle, finalement, c'est quelque chose d'assez complexe, Guenièvre. Alors, vous allez voir aussi pour Viviane, comme pour Arthur ou autre, je me suis quand même un peu focalisée sur les lieux d'un côté et puis les noms de l'autre. Guenièvre, alors, ça vient du gallois, s'il y en a parmi vous qui parlent le gallois, Gwenwyfar. Je sais à quel point la prononciation du gallois est compliquée. Et Gwenwyfar, c'est formé de deux mots, un qu'on va retrouver d'ailleurs en breton qui est Gwen, qui veut dire blanc, lumineux, saint. Et puis un deuxième mot, alors qui est Wifar, et qui a un double sens. Il peut signifier tendre et doux, mais il peut signifier aussi la fée, l'esprit, le fantôme. Et donc, Guenièvre, elle est entre les deux, c'est-à-dire un nom formé de ce qui va représenter le temps à venir, la lumière, etc., et puis le fantôme, l'esprit, la fée. Le blanc, c'est d'ailleurs une couleur qui est souvent
utilisé pour les gens qui sont autour de Merlin. Hein. Merlin, c'est la couleur de Merlin. Alors, elle est. Bon, il y a plein d'origines. On pense qu'elle a pu être romaine, qu'elle avait été confiée peut-être à un roi de Cornouailles. Toujours est-il que dans la plus grande partie de la tradition, on la représente comme la fille du roi Léodagan de Carmélide. Le Carmélide, c'est ce territoire, vous le voyez sur la carte, entre au sud le royaume de l'Ogre et au nord la Calédonie. C'est un territoire de transition en quelque sorte. Et le roi de Carmélide était un roi très important parce qu'il avait d'excellentes relations avec Guenièvre, avec le roi Arthur. Et l'histoire raconte que les deux hommes se seraient mis d'accord pour faire rencontrer la fille du roi Léodagan, lui faire rencontrer le roi Arthur. En quelque sorte, un mariage arrangé, mais ce qui n'était pas particulièrement original à l'époque. Ce qui veut dire que Guenièvre va être en permanence, enfin très vite, pas au départ, mais elle va être prise entre sa place de reine et quelque part un amour de devoir pour Arthur, mais un amour de devoir qui fait que non seulement elle le respecte, mais elle l'admire, et puis le cœur. Hein. Guenièvre, c'est le grand amour de Lancelot, et Lancelot la sauve. Elle est dans la position qu'ont souvent à l'époque les femmes dans l'amour courtois. Elle est dans une position de femme en détresse, et donc Lancelot va la sauver, et elle va ensuite tomber éperdument amoureuse. Et ce qui est souvent marqué, c'est que Lancelot et elle échangent des baisers. Vous savez, l'amour courtois, c'est un amour, c'est le fin amour, hein, mais c'est pas quelque chose de purement spirituel. Ce sont des amours très terre à terre, des amours charnels. On a énormément de représentations de Lancelot et de Guenièvre en train de s'embrasser dans les enluminures qui ont été faites pour beaucoup entre le XIIIe et le XIVe, XVe siècle. Eh bien, il va y avoir systématiquement des représentations de Guenièvre et de Lancelot en train de s'embrasser. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Arthur ne voit rien. Arthur est fou amoureux de Guenièvre. Il lui donne d'ailleurs un pouvoir, y compris politique, que n'avaient pas les reines de l'époque. Et en tout cas, il lui fait une telle confiance qu'il n'imagine pas une seconde qu'elle peut le tromper. Et vous avez sur cette enluminure le roi, et puis vous avez sur le côté trois femmes. Alors elles, c'est pas du tout la même chose. Elles ne sont pas dupes. Ce sont des compagnes de Guenièvre, peut-être ses suivantes. Alors elles ne sont absolument pas dupes, mais elles détournent le regard ou elles le baissent pour laisser faire cet amour entre Guenièvre et Lancelot du lac. Alors, cet amour courtois, il se consomme. Hein. Vous avez beaucoup de références qui sont faites discrètement, hein, à la consommation de cet amour. Mais plus on avance, plus l'idée n'est pas l'amour courtois, c'est de montrer qu'il y a derrière un adultère et que l'élément important, c'est le mariage. C'est-à-dire que dans l'histoire de Guenièvre et de Lancelot, derrière, il y a l'idée de la prise en main
par la chrétienté, par l'Église, du mariage et des relations entre les hommes et les femmes. Lancelot et Guenièvre ne pourront jamais s'épouser. Même Arthur mort, il n'y aura pas la possibilité du mariage, on y viendra. Par contre, les fiançailles de Guenièvre et d'Arthur ont été bénies par l'Église et le mariage est un mariage béni par l'Église. Et ce mariage béni par l'Église, eh bien, il ne peut pas être dissous par l'homme. Donc, dès lors que Guenièvre trompe son mari, c'est la dénonciation de l'adultère. Et l'adultère, il ne peut déboucher que sur un engrenage qui est un engrenage de drame. Et c'est ce que va faire Guenièvre. Alors, je vous ai mis ici, du coup, la reine Guenièvre au cœur de la cour du roi, les tournois, les chevaliers, et il n'y a pas qu'elle. Les femmes à cette époque sont vraiment très... les hommes s'emballent pour elles, on dit même qu'ils en sont quelque part les vassaux. Donc, le roi dans sa cour, eh bien, le cœur de la cour, c'est Guenièvre. Et Guenièvre, donc, qui est une femme dont on raconte qu'elle accueille, qu'elle est une excellente hôtesse, etc. Et elle est une amante hautaine et exigeante. Guenièvre, quand on lit les choses, on se rend compte en fait qu'elle est d'une exigence absolument absolue. Quand il la sauve, il y a, c'est tout un, ils sont dans la forêt, elle a été enlevée, Lancelot va la sauver et là il y a une charrette qui est traînée par un nain, qui est une charrette qui vraiment va repousser Lancelot et à lui, il faut qu'il monte dans la charrette. Et il a un instant d'hésitation avant de monter. C'est vraiment une charrette de la honte tirée par un nain, enfin voilà. Et elle va lui dire, mais vous ne m'aimez pas puisque vos pieds ont hésité avant de monter dans la charrette. Et là, Lancelot lui dit, je vais mourir pour vous. Et elle lui dit surtout, ne mourrez pas. Et elle va continuer sa relation. Mais elle est exigeante. Quand Lancelot part pour la quête célestielle, elle lui fait quasiment une scène de ménage. Elle se plaint de son départ pour la quête. Donc, vous avez une femme qui est quand même une hautaine et exigeante, parce qu'au final, elle est la reine. Et Lancelot, c'est un chevalier. Vous savez, à l'époque de l'amour courtois, il était toujours bien vu d'avoir d'un côté l'homme qui était en situation sociale inférieure à la femme dont il était amoureux. Et donc, il était à genoux devant la femme qui était là, la reine, à genoux comme le vassal à genoux devant son seigneur, et j'allais dire comme le prêtre au pied de l'autel. Alors, Guenièvre, elle est quelque part le passage entre les mondes, parce que vous voyez, si on regarde comment elle est décrite, elle est décrite au départ comme les sagas du Nord, avec des chevelures blondes, évanescentes, etc. Et donc, elle est le passage entre le vieux monde et le nouveau monde. Et elle est aussi le passage entre la vie et la mort, parce que Guenièvre, c'est elle qui va mettre fin à l'aventure de la table ronde. Cette femme, elle sème le désastre autour d'elle, comme Hélène de Troie. C'est la même histoire. Ce sont des femmes qui sèment le désastre autour d'elles. Et en fait, elle va entamer l'unité des chevaliers de la table ronde. Parce que, vous voyez, sur toutes les représentations que l'on a,
les baisers entre Guenièvre et Lancelot sont en secret. Mais à partir du jour où on va étaler en plein jour l'adultère, eh bien c'est fini. Et donc ce sont deux personnes qui vont principalement dénoncer l'amour entre les deux, c'est Morgane, d'un côté, la demi-sœur d'Arthur, et puis Mordred, qui est, selon les versions, le fils ou le neveu du roi Arthur. Et donc, à ce moment-là, eh bien, d'un côté, les partisans d'Arthur, de l'autre, les partisans de Lancelot, eh bien, c'est fini. On va vers la fin de la table ronde. Et donc, on va vers la fin de l'harmonie. Tout ça va voler en éclats. Et la symbolique de tout ce qui vole en éclats, c'est la bataille de Salisbury avec Mordred et Arthur. Mordred, donc derrière lequel il y a Morgane, qui vont évidemment se battre à mort. Et donc Arthur va mourir. Et donc cette mort d'Arthur va signifier pour Guenièvre le temps de l'expiation. Et vous voyez, elle finit ses jours religieuses à Amesbury, et c'est une reine chrétienne en train d'expier. Et donc son expiation la plus importante, c'est qu'elle est une reine sans enfant. Elle n'aura pas d'enfant, elle n'a pas d'héritier. Et d'ailleurs, Guenièvre, on ne connaît même pas le nom de sa mère. J'aurais dû vous dire ça tout à l'heure. Alors, les mères, c'est très, 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 très important à l'époque et dans le cycle arthurien. Alors, on va trouver des quantités de mères qui ont des rôles importants. La mère biologique d'Arthur, Ygraine ou Igerne, qui, selon les traditions, est aussi la mère de Viviane, d'Hélène, de Morgane, de Morgause, avec le duc de Tintagel, le duc de Cornouailles. Elle épouse le roi et elle sera une des figures de mère plus importantes. Alors, on en a parlé tout à l'heure, la mère de Merlin, la pieuse et douce jeune fille, tellement pieuse, tellement innocente, que finalement, eh bien, elle est sauvée par son enfant. La mère de Lancelot, alors, très importante, la mère de Lancelot, la reine Hélène, elle a épousé un roi qui s'appelle Ban de Bénoïque, et elle est la grand-mère de Galahad. Et donc, elle aussi va se retirer dans un couvent. La mère de Galahad, alors on avait la grand-mère de Galahad, on a la mère de Galahad. Galahad, c'est Lancelot plus la chasteté. On ne peut pas dire vraiment que Lancelot ait été chaste, victime peut-être, mais chaste en tout cas pas vraiment. Et Galahad, si vous voulez, c'est un peu l'image du chevalier prêtre, le rêve, ce qu'on va vouloir pour les croisades, par exemple. Et alors, Lancelot, il va concevoir Galahad, il arrive au château du roi pêcheur, du roi Pélès, qui détient le Graal, et là, il est victime d'un filtre d'amour. Il passe la nuit avec Hélène, qui est la fille du roi pêcheur, du roi Pélès, et ils conçoivent Galahad. Et Galahad, c'est Lancelot, mais c'est cette jeune fille issue du lignage du roi David, qui est une jeune vierge, qui est là quand le Graal apparaît. Donc, il ne peut être que comment dirais-je, qu'un chevalier pur. Alors, la mère de Perceval, ça c'est triste. Vous savez que Perceval est ce chevalier dont on pense qu'il a la capacité de voir le Graal. Et donc, d'aller dans le cœur du Graal et de mener à bien la quête. Oui, mais Perceval, il est gallois. Et son père est mort, il est élevé par sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va à tout prix partir. Il veut devenir chevalier. Sa mère le supplie de ne pas partir. Il part, il ne se retourne pas.
et la mère de Perceval meurt. Et la façon dont elle meurt va faire que jamais Perceval ne pourra obtenir le Graal, ne pourra être le chevalier qui verra le Graal. Alors, même Mordred a une mère, hein, voilà. Mordred, c'est l'enfant incestueux qu'aurait eu Arthur avec sa demi-sœur. Dans d'autres traditions, il est son neveu. En tout cas, on sait que Arthur aurait voulu se débarrasser de cet enfant incestueux. Et en fait, il n'y réussit pas. La légende raconte qu'il fait embarquer sur un bateau tous les enfants nés le même jour que Mordred. Le bateau coule et il y a un seul survivant et c'est Mordred et c'est lui qui va le tuer. J'ai pris beaucoup de, pour les documents, c'est une petite parenthèse, en dehors de ma Jeanne Malivelle préférée, j'ai pris beaucoup d'iconographie du début du XXe, quand vous avez la naissance et le développement de cet engouement pour celle. Alors, à côté des mères, il y a les fées. Alors, les fées, c'était des femmes qui s'y connaissaient, comme on disait à l'époque, en enchantement et en charme. Et il y en avait beaucoup plus dans les deux Bretagnes que dans tous les autres pays. Alors, elles connaissaient les herbes, les pierres, et elles étaient en général riches, et elles étaient surtout très belles, et elles restaient surtout très jeunes. Alors, je vous ai mis la forêt de Brocéliande, mais je vous ai mis aussi le golfe du Morbihan, parce que la légende raconte que toutes les îles du Golfe, plus Swat, plus Sédic, plus Belle-Île, sont les couronnes de ces fées que l'on avait obligé à partir se cacher dans les forêts profondes et qui auraient lancé dans la mer, lancé dans l'eau les couronnes qu'elles portaient sur la tête, et chaque couronne aurait donné une île. Et la plus belle de ces îles, celle de la Reine des Fées, c'était Belle-Île. Mais la première des îles, c'est l'île d'Ar. Et l'île d'Ar, ça veut dire l'île de l'ours. Hein, voilà. Donc, alors ces fées, on les rencontre évidemment dans les forêts obscures. Si l'on est un chevalier et que l'on a le cœur pur, hein, et elles rappellent, en particulier quand on les rencontre sur le bord des fontaines, elles rappellent les déesses et les nymphes de l'Antiquité. Alors elles se présentent souvent comme des vierges en détresse pour éprouver la bravoure et la vertu des chevaliers. On les décrit aussi souvent comme facétieuses, s'amusant du malheur des autres. Alors, dans ces faits, il y en a deux qui sont particulièrement importantes, c'est Morgane et Viviane. Alors, Morgane, ce n'est pas une mauvaise fée au départ, et puis elle le devient. Morgane, c'est la dame d'Avalon. Avalon, c'est l'île paradisiaque où on attend la fin des temps et quelque part la résurrection. Avalon, ça vient d'Aval, qui veut dire la pomme. Alors là-bas, Morgane a 8 sœurs. Elle règne sur l'île d'Avalon. Alors elle est guérisseuse, magicienne, astrologue, capable de voler. Et c'est elle qui va recueillir le corps après la bataille de Salisbury d'Arthur et qui va, jusqu'à la fin des temps, avec ses sœurs, veiller sur le sommeil du roi. Alors, elle est la sœur d'Arthur, dans les traductions, ou plutôt sa demi-sœur, puisqu'elle est la fille d'Ygraine et du duc de Cornouailles. On la décrit aussi comme la femme de l'époque qui pratique le plus la luxure, tellement elle est libre et a des amants, même si elle est mariée, alors selon les traductions, à Urien ou au roi Lot. Sauf que deux choses vont quand même faire évoluer. D'abord, elle est l'élève de Merlin, mais pas l'élève l'élève, si vous voulez, qui va
suivre les cours de Merlin et qui va lui apporter un certain nombre de connaissances, une transmission, mais pas aussi fortement que chez Viviane. Mais elle est l'élève de Merlin. Et surtout, elle est la fée de ce qu'on appelle les lieux ensorcelés. Le Val sans retour, c'est elle, parce qu'elle elle aime profondément un chevalier dont on pense que c'est peut-être Lancelot, mais elle le trouve dans les bras d'une autre, et peut-être dans les bras de Guenièvre. Et donc, elle va décider de le, j'allais dire de lui faire payer, mais elle va décider de le rendre profondément malheureux. Vous savez, c'est elle qui va dénoncer l'amour de Lancelot et de Guenièvre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir appris de Merlin comment ensorceler les lieux. Eh bien, elle va les ensorceler et elle va décider que tout chevalier qui passe là, s'il a un jour trahi la femme qu'il aimait ou auprès de qui il est engagé, ne pourra plus jamais sortir de ce Val, sauf si il y a un chevalier doux et humble, fidèle en amour, chaste, qui vienne le délivrer. Eh bien, il n'y en aura pas beaucoup. Et dans les traditions, on raconte qu'il y a des centaines, plusieurs centaines de chevaliers. Morgane, elle incarne aussi l'héritage de la grande reine des Irlandais, Morgane, avec le goût du pouvoir, la haine du mensonge, la haine du parjure et un caractère absolument effroyable. Et ce caractère l'amène à la haine qu'elle va manifester pour Guenièvre et pour Lancelot. Et elle va devenir d'ailleurs à cause de ça l'ennemie jurée d'Arthur et elle va vouloir sa perte. Et c'est la raison pour laquelle elle va multiplier les machinations et elle finit avec les attributs de la sorcière. Alors j'ai gardé pour la fin Viviane, dont j'aimerais qu'elle soit bonne, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors Viviane, c'est l'inconnu. Ah. On ne sait pas d'où vient son nom. De Mémné, on l'appelle aussi Mignane. De Mémné, Mnémosyne, mère des muses, dans la mythologie grecque et romaine, peut-être. Peut-être aussi la forme dérivée de Diane Chasseresse. Peut-être l'adaptation de l'héroïne irlandaise Bébine ou Béfine. Peut-être aussi le nom de la déesse galloise Rhiannon. Peut-être aussi le nom d'une rivière de Bretagne continentale. En fait, on n'en sait rien. Et cette Viviane, c'est quelque part une inconnue. C'est la dame de Compère, c'est-à-dire celle qui va vivre dans ce château de Compère qu'aurait construit Diane Chasseresse et où elle serait née. Et surtout, évidemment, derrière, elle est la dame du lac par excellence. Et je vous ai mis cette photo parce qu'on raconte que Merlin créa par amour pour Viviane un extraordinaire château de cristal au fond des étangs de Compère et du plus grand étang de Compère. Et en fait, vous voyez la beauté de ce château. Alors, si vous ne la voyez pas, ça ne va pas du tout, parce que ne le voient que ceux qui y croient. Alors, elle est la femme qui va enlever Lancelot, non pas par haine, mais parce que son père meurt et sa mère est folle. Et la folie, on l'aura tout le temps chez Lancelot. Folie de ses parents, folie de lui-même quand il pense que Guenièvre va le bannir. Et Viviane, c'est celle qui va faire de Lancelot un chevalier
comme on avait à l'époque médiévale, qui sait se battre, mais qui connaît la musique, qui connaît les lettres, qui connaît la poésie, qui connaît la peinture, la gravure, enfin la peinture, surtout les enluminures, qui sait écrire. Elles ont fait un chevalier parfait pour vivre à la cour. Et elle sauve cet enfant, mais en même temps, elle va lui donner sa liberté en lui donnant aussi Excalibur. Et puis, dernière image, je crois que c'est cette image qui est l'image de Viviane et Merlin, c'est-à-dire l'amour fou de Merlin pour son élève. Et petit à petit, Viviane va obtenir de Merlin tous les secrets et il va lui donner la totalité de ses secrets. Et quand elle a tous ses secrets, eh bien, elle va pouvoir le dominer et elle va pouvoir mettre fin à la puissance de Merlin. Vous avez sur ce bois gravé de Jeanne Malivelle sans doute une des plus belles représentations. Vous voyez, on raconte que Viviane aurait obtenu dans les secrets de Merlin le moyen d'envoyer des forces invisibles pour le prendre dans ses filets. Et vous voyez comme ici, la robe qui moule les formes de Viviane se transforme en des séries de rayons qui vont enserrer Merlin. Et vous avez le travail extraordinaire qu'a fait Jeanne Malivelle sur la longueur des bras et la forme des mains, ce qui montre la puissance. Vous voyez, on a l'impression de Viviane en train de jeter les sorts. Et en même temps, c'est un travail extraordinaire qui est fait parce qu'à l'époque, il y avait une très grande réflexion sur le rôle des mains et la représentation des mains dans les années 20, on est en plein dans les années 20, et c'est ce que représente ici Jeanne Malivelle. Et puis, vous avez aussi le Merlin abandonné, dormant. Elle a peut-être mis sous lui le coussin qui faisait penser que l'amour était consommé, mais il est totalement abandonné, lui aussi avec des pieds et des mains très longs. Et ce qui est très beau, c'est qu'il a sa harpe et sur elle, il a posé les pieds complètement abandonnés. Et la plainte de Merlin que l'on entend en forêt de Brocéliande, ce serait le bruit de la harpe et puis peut-être simplement les pleurs de Merlin. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, le centre de l'imaginaire arthurien en forêt de Brocéliande, avec une personne merveilleuse qui s'appelle Claudine Glos, qui sait tout sur Merlin, Arthur et qui vous fait rêver. Puis, sur Internet, une exposition qui avait eu lieu à la Bibliothèque nationale il y a quelques années. Et je vous ai mis le lien pour que vous alliez la voir. Je vais laisser la place à Alain. Et donc, lui va vous enchanter maintenant avec une autre façon de voir Viviane. Autant je vous parle, et qui a été avalé depuis belle lurette par le soleil des loups, il y avait en forêt de Brocéliande de nombreux lacs. Mais le plus mystérieux était celui que le seigneur Dionas avait consacré à la déesse Diane Chasseresse. Et du haut du château de Compère, Dionas regardait la forêt de Brocéliande et le lac de Diane. Cette année-là, à la fin de l'hiver, Dionas a eu une fille.
Il l'a appelée Viviane. La déesse Diane chasseresse s'est alors penchée sur son berceau et elle lui a donné la connaissance, la beauté et l'amour. Viviane sera donc à la fois une femme très savante et très sage. Viviane aime courir dans la forêt de Brocéliande. Elle la connaît comme personne. C'est comme si tous les petits cailloux qui parcourent encore les chemins avaient gardé en eux la mémoire de ses pas. Mais elle aime par-dessus tout la fontaine de Barenton. Ce jour-là, elle est assise sur son muret. Elle a relevé sa robe. Elle trempe ses pieds dans l'eau. Et dans le reflet du miroir de l'eau, elle aperçoit un cerf qui la regarde à travers le feuillage des arbres. Ces bois sont tellement hauts qu'ils en touchent les premières branches. Mais au moment où elle se retourne, le cerf s'enfuit. Mais il est troublé. Il sait. Parce que ce cerf, c'est Merlin. Viviane a 15 ans. Merlin court à travers la forêt pour la rejoindre auprès de la fontaine. Elle est là. Elle se retourne. Elle voit apparaître devant elle un jeune homme, très beau. Son cœur s'emballe. Elle sait également. Elle a deviné. Mais elle lui demande quand même, qui es-tu? Et le jeune homme lui répond, je ne suis personne. À ce moment-là, il sort de sa manche une baguette de coudrier. Il trace un large cercle tout autour d'eux. Et d'un seul geste, il fait apparaître un arbre d'or. Et dès ce jour, dès qu'il le peut, Merlin invite Viviane au milieu du cercle. Il va l'initier à la magie de l'ancien monde. Il doit s'absenter de plus en plus, parce qu'entre-temps, il est devenu le conseiller du roi Arthur. Et il tient à ce que le roi n'épouse pas Guenièvre. Mais Viviane l'attend. Et un matin, elle voit apparaître devant elle un vieillard d'une grande noblesse. Il ne dit rien. Il invite Viviane au milieu du cercle. Et là, il lui apprend la pluie, le chant des oiseaux, le soleil,
l'orage, la tempête et le sort de l'emprisonnement éternel. Il prend Viviane par la main, il l'emmène au bord du lac de Diane. Et celle-ci, Viviane, regarde Merlin. Elle lui dit, je sais qui tu es. Tu es à la fois le cerf dont l'image s'est reflétée dans l'eau de la fontaine, le jeune homme qui est venu me voir à l'âge de mes 15 ans, et le vieillard qui me tient la main. Tu es Merlin. Et nous nous aimons. Merlin a souri. Il a sorti de nouveau sa baguette de coudrier. Et d'un geste, il a fait apparaître au-dessus du lac un merveilleux palais de cristal, visible uniquement par eux deux. Il a emmené Viviane dans le palais, et la porte à peine franchie, celui-ci s'est enfoncé tout doucement au fond du lac. Viviane a regardé Merlin. Il avait retrouvé le visage de ce jeune homme qu'elle avait vu à l'âge de ses 15 ans. Et c'est la jeter sur lui et sur elle, le sort de l'emprisonnement éternel, le seul sort que Merlin n'était pas capable de défaire. Leur amour était secret. Et si le secret tient toujours, c'est qu'ils s'aiment encore. Mon conte est terminé et je le repose au pied de l'arbre où je l'ai pris. Merci beaucoup Alain, c'est plein de charme et c'est très, très touchant. J'aime bien quand tu comptes. Merci beaucoup d'avoir accepté de terminer ce café Histoire un peu particulier avec ton conte. Alors, on a dit s'il y avait des questions à poser. Alors moi j'en ai eu, alors c'est assez drôle parce que j'ai eu trois questions. Alors si on a d'autres, on s'était dit qu'on pouvait ton compte, moi j'en ai une avant de répondre à mes trois questions là. Ton compte, tu l'as pris où? L'arbre est où? Alors, je l'ai d'abord trouvé en fait dans un livre de contes de la bibliothèque de la Mission bretonne. Voilà. Et puis après, je l'ai réécrit, je l'ai interprété à ma manière. Ah bah écoute, tu le referas. Oui. Ah ouais, merci beaucoup. Alors moi, j'ai pas eu de questions sur le compte. S'il y a d'autres questions, alors on s'était dit que pour que ce soit un peu moins lourd que les 2 heures, qu'on pourrait répondre à des questions. Alors moi, j'ai eu 3 questions. Alors, qui sont absolument pas les questions auxquelles je m'attendais, mais voilà. La première question, c'est une question sur les dragons.
parce que j'ai parlé 2 fois de dragon. J'ai parlé alors d'abord, le père d'Arthur, c'est Uther Pendragon, hein. Et puis j'ai parlé des dragons parce qu'ils sont dans les attributs du roi Arthur, et parce qu'il y a la bataille entre les dragons. Alors la question, elle est ce que signifient en fait les dragons, pas tant dans la légende arthurienne, mais ce qui signifie. Alors, je dirais que par rapport aux dragons, il y a 2 choses. Les dragons, ils représentent le monde ancien. Alors, ils représentent le monde ancien, ils représentent tous les héritages des religions anciennes, des religions traditionnelles. Et quand on les a dans des représentations, ou quand on les a ici dans le mythe arthurien, ben c'est ça qu'ils représentent. Mais alors, du coup, ils n'ont jamais le beau rôle, ces malheureux dragons. On les trouve dans des quantités d'autres traditions que dans la tradition de Bretagne. Et de toute façon, on les élimine. Alors, il y a peut-être quelque chose d'assez original par rapport à la Bretagne, c'est qu'en général, on terrasse le dragon. Alors, vous avez Saint-Michel, Saint-Georges, l'archange, bon, on a la lance, et puis on terrasse le dragon. Ah mais oui, mais chez les dragons bretons, enfin en Bretagne, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, ceux qui vont mettre fin à la puissance des dragons, ce sont les saints bretons. Alors, ce sont les saints bretons. Alors, on les appelle des saints soroctones qui terrassent les dragons. Alors, ils ne les terrassent pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme ailleurs. En fait, on va soumettre le dragon. Pour soumettre le dragon, il faut quelque chose de sanctifié. Donc, le saint, il se met avec les attributs du prêtre, et il va donc se mettre donc en tenue, en général une aube, une chasuble, et il va, je viens de perdre le nom, mais si vous verrez à quoi je fais allusion, c'est cette bande de tissu, mais c'est pas vrai, que mettent Claude aide-moi, envoie-moi ça par mail, ou mon mari, cette bande de tissu que mettent les prêtres quand ils vont dire la messe. Et donc, ils vont utiliser ça pour le passer autour du cou du dragon, et en passant ça autour du cou du dragon, eh bien, ils vont soumettre le dragon. Et le dragon, il n'est pas tué. On ne tue pas le dragon. Hein. Merci Alain, étole. Voilà, ils prennent leur étole, ils la passent autour du cou du dragon. Et du coup, comme ils passent ça autour du cou du dragon, eh bien, le dragon est soumis, mais il n'est pas tué. Et donc, à ce moment-là, le saint breton, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer de convertir le dragon. Donc, il fait de la pédagogie. Donc, il lui explique, etc. Et donc, le dragon, soit il se soumet, soit il part et il disparaît dans les profondeurs, en général, de la mer. Voilà pour la première question que j'ai eue sur les saints. La deuxième question que j'ai eue n'a absolument rien à voir avec ça, c'est sur la société féodale et sur ce que la table ronde et les chevaliers signifiaient dans le cadre de la société féodale. Je dirais deux choses surtout. En ce qui concerne les femmes, à l'époque, 12e, 13e siècle, les femmes lisent de ces sociétés-là, de ce monde-là, vont lire, vont découvrir le monde, découvrir la science. Beaucoup d'entre elles sont très marquées par tout ça. Et donc, les ouvrages
vont décrire aussi des femmes qui, quelque part, vont leur servir de modèle. Et c'est le cas de Guenièvre, par exemple, il va montrer Guenièvre comme la reine pieuse, l'amour courtois. Donc, on a gommé un petit peu ce qui relevait de l'ancien temps. Et puis, pour les chevaliers eux-mêmes, en fait, les chevaliers, c'est vraiment la clé, pardon, de je dirais, de la société féodale. Et c'est à la fois un compagnonnage guerrier, hein, un compagnonnage guerrier et le moyen de s'épanouir personnellement. Et ce compagnonnage guerrier, il a deux formes. Oui, il a deux formes. La première, c'est les rites initiatiques, l'adoubement. Hein. L'adoubement, le chevalier avec à genoux, l'épée posée sur l'épaule, etc. Donc, des rites d'initiation et en même temps une quête qui est aussi une quête initiatique. Le rite d'initiation, c'est l'adoubement. Et une fois que l'adoubement est donné, eh bien, on va pouvoir mener la quête initiatique. Et puis l'autre chose, donc ça veut dire qu'il y a un esprit de caste, enfin un esprit de groupe hein, qui est particulièrement marqué. Et puis l'autre chose, c'est la fidélité à son Seigneur et le fait de se retrouver à la cour au moment des grandes dates, des grands événements, en particulier Noël et surtout des fêtes qui aujourd'hui sont peut-être apparaissent moins importantes que Pâques ou Noël, mais qui à l'époque étaient fondamentales et qui étaient l'Ascension. Et surtout la Pentecôte. Beaucoup de choses se passent à la Pentecôte, c'est-à-dire au moment où l'Esprit est censé descendre. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire que dans cette vision de la table ronde, vous avez quand même derrière toute la société médiévale. Voilà, alors j'avais une dernière question, alors attendez, je vais aller, excusez-moi, je regarde exactement, qui était une question sur la façon dont l'Église a pris en main un peu tout ce mythe arthurien. En fait, on pourrait dire qu'il y a trois étapes. La première étape, c'est qu'en fond, il y a tous les vieux mythes. On a des éléments qui relèvent des grandes mythologies nordiques, évidemment de toutes les mythologies celtes, bretonnes, etc. Donc, on a tout ça. Mais petit à petit, cette partie-là, on va la faire reculer. Alors, on l'a fait reculer dans un premier temps, disons à partir du 10e, 11e siècle, on va commencer à la faire reculer. Et puis ensuite, à partir du 12e siècle, c'est ce qu'on peut appeler alors l'encourtoisement. Hein. Je ne sais pas très bien si le terme existe. Je pense que oui, mais bon, l'encourtoisement, c'est-à-dire que le mythe est au service de l'amour courtois. Et puis derrière, il y a une troisième étape, qui est une troisième étape où cette fois il s'agit de la prise en main par l'Église. Et donc, à ce moment-là, c'est là où les choses changent assez fortement, en particulier dans le domaine des relations humaines, puisque on va ériger en principe tout ce qui est lié au mariage. C'est ce que je vous expliquais à propos de Guenièvre. Je n'ai plus de questions. Claude, je ne sais pas si tu en as. Alors, je vais prendre la parole, oui. Oui. Alors, c'est nos amis d'Assas Bretagne qui se sont réunis pour l'occasion
et qui disent vous vous êtes inspiré du roman The Myth of Avalon de Marion Zimmer Bradley pour étudier le sujet de la place des personnages féminins au sens de la légende arthurienne. Donc voilà, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, en particulier, pas pour Viviane, parce que Marion Zimmer Bradley donne une image rêvée de Viviane, qui a pas du tout, si vous voulez, elle a une vision de Viviane formidablement positive, mais qui n'est pas la réalité. Tu as répondu à l'autre question, savoir si c'était en accord avec cette interprétation moderne du rôle de la femme dans la naissance. Il y a beaucoup en fait d'interprétations modernes. Je pense que la dernière vraiment très intéressante est celle de Xavier de Langlais. Xavier de Langlais, il a fait partie des Cesbreurs et autres, et il a alors il va beaucoup broder, mais c'est intéressant, y compris sur la partie iconographique. Voilà. Donc, par contre, Marion Zimmer Bradley, alors il y en a un autre que j'ai pas cité, paix à son âme, mais c'est Jean Marcal. Voilà. Mais Jean Marcal, il a un peu refait l'histoire. Il y a c'est assez rigolo, Jean Marcal, parce que à la fin de sa vie, dans un certain nombre d'interviews, il va expliquer ce qu'il a inventé dans l'histoire du mythe arthurien. C'est assez rigolo. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire Marion Zimmer Bradley. Hein. Mais voilà. Alors, la dernière question a trait au prochain Café Histoire. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce qu'il a lieu et sur quel sujet? Claude, je ne sais plus la date. Eh bien, c'est le 5 décembre. Voilà. Il y a fort à parier qu'il se fera exactement de la même manière qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en visio, parce qu'on doute vraiment qu'on n'aura pas l'autorisation, on doute d'avoir l'autorisation de réouvrir la mission à cette date, et ça se comprend tout à fait. Alors, ce sera une autre forme d'aventure où on va parler de plusieurs Jeannes, mais d'une en particulier qui s'appelle Jeanne de Belleville. Mais on aura l'occasion de parler aussi de Jeanne de Penthièvre et de Jeanne de Flandre. Donc, c'est la guerre de succession de Bretagne. Et Jeanne de Belleville, c'est la mère du futur connétable Olivier Clisson. Mais voilà, elle va être pirate. Et c'est une vie pleine d'aventures. Voilà. Une autre personne nous conseille de lire ou de relire, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, L'Enchanteur de René Barjavel. C'est vrai que c'est un livre très, très… Oui, bien. Très, très… Mais en fait, ce qu'il faut relire, c'est Chrétien de Troyes. Alors, le problème de Chrétien de Troyes, c'est que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai subi Chrétien de Troyes quand j'étais au lycée, en Hippocagne, en Cagne. Enfin, bon, voilà, j'ai eu vraiment beaucoup. Et j'ai redécouvert Chrétien de Troyes, mais peut-être 15 ans après avoir fini mes études. Et comme je n'étais pas contrainte à le lire, j'ai vraiment redécouvert tout ça. Mais Geoffroy de Monmouth, c'est vraiment c'est chouette à lire. Alors évidemment, derrière, il n'y a jamais une rigueur historique. On ne l'a que quand on parle des Capétiens et des Plantagenets. Voilà. Voilà, beaucoup de témoignages, de remerciements, de beaucoup de gens qui sont exprimés sur Facebook en tout cas, des anciens de la mission qui sont un peu loin, dans le nord de la France, Michel, ou en Normandie aussi, Karen. C'est Karen, ouais. Voilà, merci Alain aussi. Je crois que les gens ont apprécié cet après-midi. Bon, demain, on peut peut-être dire 2 mots de Notre-Dame, Claude, pardon. Hein, demain après-midi, demain, il devait y avoir Évangile et vie.
Et puis, dans cet Évangile et vie, un des membres qui apprend d'ailleurs le breton, hein, qui est un adhérent de la mission, qui a fait plein de choses, de la danse, etc., qui s'appelle Frédéric Ferlicot, qui est guide à Notre-Dame, va faire une intervention sur redécouvrir Notre-Dame depuis l'incendie. Et je pense que ça va vraiment être très intéressant. Il est passionnant. Claude, tu peux peut-être en parler un peu plus. Tu as commencé à travailler avec Frédéric. Oui, j'en dirais juste deux mots, quoi. Frédéric vous parlera de la construction de Notre-Dame à l'époque, de ce qu'elle représente pour la Bretagne, de ses liens avec la Bretagne, et il nous évoquera pour terminer les perspectives qu'on a dans le futur, dans quelques années, de pouvoir retrouver Notre-Dame de Paris. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur les figures bretonnes de Notre-Dame de Paris, Monseigneur de Quélin. Enfin, voilà. Donc, si demain après-midi, le cœur vous en dit, c'est 15h. Facebook et le site. Voilà, donc en première page du site internet de la Mission bretonne, pensez aux alentours de 15h de rafraîchir votre page pour voir la vidéo apparaître. Vous risquez de n'avoir qu'une image fixe. Et puis, ça sera également en direct sur la page Facebook de la Mission bretonne, comme aujourd'hui. Et vous pourrez poser quelques questions à Frédéric, comme vous avez pu le faire aujourd'hui même. Bon, ben, merci à tous. Merci beaucoup, Alain, pour la surprise du conte. Et puis, merci beaucoup, Claude, parce que franchement, je ne pense pas qu'Alain et moi, sur le plan technique, nous aurions réussi à faire ça. Nous, on aurait eu un peu de mal. Merci d'avoir permis ça et d'avoir permis et de permettre demain après-midi la rencontre avec Frédéric. On appelle ça d'un nouveau terme aujourd'hui qui s'appelle la résilience. Voilà, c'est un bon exemple. Et puis, le premier confinement nous a permis aussi de rôder cette affaire. Et on va l'utiliser le plus possible, en tout cas, autant qu'on pourra. Oui, parce que au final, c'est le moyen de garder ce lien avec la mission qui nous manque tant. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.